Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace théorique. Collection dirigée par Michel Bertrand. Partout où le réel est donné à penser, les sciences de l'homme et de la société affûtent inlassablement outils méthodologiques et modèles théoriques. Pas de savoir sans construction qui l'organise, pas de construction qui n'ait sans cesse à mettre à l'épreuve sa validité. La réflexion théorique est ainsi un moment nécessaire à chacun de ces savoirs. Mais par ailleurs, leur spécialisation croissante les rend de plus en plus étrangers les uns aux autres. Or, certaines questions se situent au confluent de plusieurs d'entre eux. Ces questions ne sauraient être traitées par simple juxtaposition d'études relevant de champs théoriques distincts, mais par une articulation rigoureuse et argumentée, ce qui implique la pratique accomplie chez un auteur de deux ou plusieurs disciplines. La collection Espace théorique a donc une orientation épistémologique. Elle propose des ouvrages qui renouvellent le champ d'un savoir en y mettant à l'épreuve des modèles validés dans d'autres disciplines, parfois éloignés, aussi bien dans le domaine des SHS que dans celui de la biologie, des mathématiques ou de la philosophie. Déjà paru. Michel Bomphardporte, Daniel Bennequin, Christian Michel, Horméduse médite. Vagabondage parmi la mythologie grecque, 2013. Valérie Boucherrathue, Handicap psychique et handicap somatopsychique, 2012. Monique Decchaixferbus, La psychothérapie psychanalytique corporelle, 2011. Michel Bomphardporte, Si je t'oublie, au Babylone, 2009. Christian Jouvenot, La folie de Marguerite. Marguerite Duras et sa mère, 2008. Claude de Tychy, sous la dire, La prévention des dépressions, 2004. Pierre-Loïc Paco, Un culte d'exhumation des morts à Madagascar, le Famadiana. Anthropologie psychanalytique, 2003. Michel Porte, sous la direction de Les traumas psychiques, 2003. Remerciements. À Michel Schweich qui m'a fait confiance au-delà de son temps. À Anaïd Derebeyan-Schweich, son épouse, pour les photos qui illustrent ce livre et son soutien affectueux et indéfectible, grâce à qui ce livre a pu se faire. À son neveu Jean-Pierre Petroff pour ses encouragements. À ses enfants François et Henri, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'il affectionnait tout particulièrement. À Marie-Lise Roux qui m'a toujours soutenu avec affection. À mes maîtres en psychanalyse qui m'ont donné le goût de transmettre. À mes petits-enfants Thomas, Louis, Emma et Léopold car c'est eux qui poursuivront la transmission. Aux patients qui, par leur courage devant la souffrance, sont des modèles de résistance et d'endurance. Je leur dis ici mon respect et ma reconnaissance. Pour ce travail, je suis reconnaissante. À mon fils Olivier Dechaud, qui m'a appris et donné un cadre pour organiser ma pensée sur ordinateur. À Catherine Alicot, pour son affectueuse disponibilité. À Annie Gachet pour sa participation à l'élaboration du lexique. À toute l'équipe de l'Association pour l'enseignement de la psychothérapie psychanalytique corporelle, PPC, pour l'intérêt qu'elle a manifesté à cette entreprise. Les auteurs. Michel Schweich, professeur. Professeur de psychiatrie. Ancien médecin-chef des hôpitaux psychiatriques. Psychanalyste titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris, SPP. Membre de l'Association psychanalytique internationale, API. Monique Decchaixferbus. Psychanalyste titulaire de la Société psychanalytique de Paris, SPP. Membre de l'Association psychanalytique internationale, API. Présidente de l'Association pour l'enseignement de la psychothérapie psychanalytique corporelle, AEPPC, relaxation J. de Ajuriaguera. Ancienne consultante à l'hôpital Sainte-Anne. Daniel Wiedelotscher, professeur. Professeur émérite à l'Université Paris 6. Membre de l'Association psychanalytique de France. Président élu de l'Association psychanalytique internationale. Ancien chef de service à l'hôpital de la Salpêtrière. Et pour leur participation. Yves-Claude Blanchon. Médecin-chef de service hôpital CHU de Saint-Étienne. Service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent.
Chantal Frère-Artignan. Pédopsychiatre psychanalyste titulaire SPP et API. Membre formateur de l'AEPPC. Présidente de la BFP, Bibliothèque Francis Pache. Valérie Bouchra-U. Psychologue clinicienne, psychothérapeute à l'hôpital Sainte-Anne. Psychanalyste SPP et IPA. Membre formateur de l'AEPPC. Maître de conférences en psychopathologie clinique. Jacques Leclerc. Cadre infirmier en pédopsychiatrie. Laurent Descours. Cadre infirmier en pédopsychiatrie. Préface. Daniel Wiedelotscher. Professeur émérite à l'Université Paris 6. Les patients asilaires, à la sortie de la dernière guerre, étaient dans un état catastrophique et beaucoup de soignants ont cherché devant cette situation à trouver des réponses pour les aider. Dans notre société actuelle où le handicap laisse peu d'espoir pour vivre, le psychanalyste doit trouver ses outils à partir de son expérience. Pour travailler avec les patients qui dans les institutions sont de plus en plus inaccessibles, nous devons reconnaître la diversité des méthodes. Monique Deschaux-Ferbus a su montrer à travers les travaux inédits de Michel Schweich, psychanalyste chevronné, l'application thérapeutique qui permet aux patients de trouver leur chemin de retour dans le monde commun. Les médiations, que moi-même j'ai pu mettre en place pour travailler avec de jeunes patients, lui ont permis l'abord de grands patients psychotiques institutionnels. La technique de médiation que Michel Schweich nous propose s'appuie sur une co-création. Il a ouvert un champ clinique remarquable avec des équipes institutionnelles qu'il avait pu former, comme nous le voyons dans les cas qu'il développe avec une grande rigueur. Il signe la pratique et non seulement en concrétise la source psychanalytique, mais la rend plus vivante. Je ne peux que recommander la lecture de ce travail très enrichissant pour notre pratique clinique. J'ai perdu ma mère par le suicide, j'ai plus personne au monde, je suis seule, je me demande s'il existe des fous, s'il y a des malades mentaux partout. Je crois pas. Ils sont peut-être oubliés du monde, délaissés par tout le monde. Alors maintenant ils errent en route. Ils sont dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont perdu peut-être toute leur mémoire. Il y en a qui n'ont pas la lucidité en pierre. Moi je ne sais pas vous dire quoi, je suis désorientée, j'ai d'autres amis mais ils sont loin, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont endormis. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, je ne peux pas le dire. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. Le manque d'amitié. Un effondrement central de l'âme, une espèce d'érosion essentielle, à la fois riche et fugace de la pensée. La séparation anormale des éléments de la pensée, une maladie qui touche à l'essence de l'être, à ses possibilités centrales d'expression et qui s'applique à toute une vie. Une maladie qui affecte l'âme dans sa réalité la plus profonde, et qui en injecte les manifestations, le poison de l'être. Une véritable paralysie, une maladie qui vous enlève la parole, le souvenir qui encrasse la pensée. Une fatigue renversante et centrale, une espèce de fatigue aspirante, une fatigue du commencement du monde, la sensation de son corps à portée, un sentiment de fragilité incroyable et qui devient une brisante douleur. 1. Présentation. Introduction. Monique Deschaux-Ferbus. La crise sociale que nous traversons se répercute dans l'évolution de la demande de soins, et nous rencontrons de plus en plus souvent des difficultés pour repérer l'organisation psychique de certains patients. Valérie Bouchra-U, en parlant de péripsychose et de périn accent aigu vérose, met l'accent sur l'informe et le flou de ces organisations. Ces patients, en particulier les patients psychotiques, posent le problème des limites de leur appareil psychique, du défaut de parexcitation et du débordement de leur excitation. Ce sont ces patients psychotiques actuels et les nouveaux patients que Jean-Luc Donnet nomme « névrose de guerre économique ». Les différences que nous notons entre ces pathologies dites du négatif, comprenant les problématiques narcissiques et identitaires, avec les patients névrosés que Freud a étudiés à la fin du XIXe siècle et pour lesquels il a créé la métapsychologie et la clinique de la cure type, n'impliquent pas de hiérarchie comme on le croit encore trop souvent, mais nous renvoient à notre responsabilité qui implique un changement de regard et d'utilisation de nos outils. Cette actualité montre la pertinence de la démarche de M. Schweich
et la situe dans la succession de Freud qui n'a cessé de se préoccuper des obstacles de la psychanalyse et d'en remanier les concepts. Comme M. Schweich, qui dans les années 1950 remédiait au scandale du manque cruel de traitement pour la psychose par des traitements utilisant des médiations, nous devons, devant les répercussions de la crise sociale, faire de la psychanalyse autrement. Ainsi, en créant un dispositif à médiation qui tienne compte des particularités de fonctionnement psychique de ces patients, un processus de transformation va pouvoir se développer. C'est pourquoi nous sommes intéressés par le dispositif qu'avait créé M. Schweich pour aborder les patients psychotiques. Dispositif dans lequel le perceptif et l'interrelationnel sont les paramètres opérants de la cure. M. Schweich s'est donc confronté, tout en s'appuyant sur la métapsychologie, à la nécessité de trouver l'outil adéquat, car ce ne sont pas les patients qui ne sont pas capables, comme nous le répétait Francis Pache, mais nos outils qui ne sont pas pertinents pour eux. C'est ainsi qu'intervient le recours aux médiations. Encore actuellement, la conceptualisation de Michel Schweich indique que ce qui compte c'est la perception de l'autre dans la relation et qu'il s'agit bien d'un transfert. L'intérêt de ces médiations, c'est l'instauration et l'utilisation d'un espace appelé tiers, espace psychique winnicottien, que nous développerons plus loin avec la médiation corporelle utilisée dans le traitement par la psychothérapie psychanalytique corporelle, relaxation Aruriagera, dont la valeur est la mise en évidence dans le travail interrelationnel, du jeu, de la co-créativité, de la co-responsabilité, de la cause-implication. C'est au fond ce qui renvoie à ce que Daniel Wiedelotscher avait théorisé dans les années 1980, sous le terme de co-pensée. C'est une nouvelle donne pour la psychanalyse où la façon d'agir de l'objet contribue à la création, ou à la différenciation du fonctionnement psychique. En préalable, Monique de Chaux-Ferbus. Ce livre rassemble l'essentiel des notes et des travaux inédits de Michel Schweich disparu il y a quelques années. Il projetait de transmettre son expérience mais il différait toujours, faute de temps cette publication. Parmi les documents que sa femme Anaïd Derebeyan a retrouvés lors de sa disparition, figurait un épais dossier qui m'était adressé. J'y ai trouvé des notes concernant ce projet de livre et des textes qu'il avait choisis, ainsi qu'une ébauche de ce travail dont nous avions longuement parlé. C'est une reconnaissance et une même volonté de transmission, associée à mes centres d'intérêt pour les patients, pour l'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, comme je l'ai montré dans mon livre Cet autre divan, qui m'ont convaincu de répondre à son désir et de ce fait, de lui rendre un respectueux et vivant témoignage au nom de cette amitié née de la rencontre de nos recherches. Pendant plus de 20 ans, nous avons animé un séminaire à l'Institut de psychanalyse de la Société psychanalytique de Paris, séminaire que Michel Schweich avait ouvert aux analystes en formation. Nous y mettions en chantier nos recherches sur les médiations, qui nous permettaient d'aborder psychanalytiquement les patients schizophrènes dont il avait une grande expérience, ainsi que des patients état limite et d'autres dont j'avais une grande pratique à l'hôpital Sainte-Anne. Beaucoup de nos collègues ont apporté leur contribution théorico-clinique à ce séminaire. Ils nous ont fourni une précieuse collaboration et se retrouveront dans ces pages. M. Schweich terminait souvent ses interventions en remerciant les participants à ces séminaires qui, disait-il, m'ont aidé au cours des discussions à préciser ma pensée. Notre collaboration m'a aidé à développer avec d'autres collègues la PPC méthode de psychothérapie psychanalytique à médiation corporelle émanant d'Aruriagera et créée à Sainte-Anne dans les années 60-70. Ce livre est une façon de poursuivre le dialogue ouvert par nos recherches. Pour introduire la pensée de Michel Schweich. Monique de Chaux-Ferbus. Créativité et processus. Des années et des années d'expérience avec des patients psychotiques, état limite, hystériques graves et schizophrènes ont amené M. Schweich à orienter ses réflexions, sous-tendues par une solide conception métapsychologique du fonctionnement psychique, vers l'objet et le sujet en devenir. La question du processus s'est révélée centrale et avec elle, celle du dispositif utilisant la médiation. C'est là que toute sa créativité lui a permis d'aborder des patients, dont les plus malades, par leur propre créativité. Il a créé pour sa pratique des objets qui, en quelque sorte, avaient été carencés dans la relation primaire. Il soulève les questions de l'attention, de l'utilisation des éléments symboliques intermédiaires,
du contenant cadre, de la conviction, tous éléments qui seront utiles dans la cure. Dans le traitement, tout se passe comme si le patient revivait une relation primaire telle qu'elle aurait dû être, et non telle qu'elle avait été. Nous ne pensons pas que chez les patients psychotiques adultes les plus avérés, il y ait eu un désert absolu, notamment au niveau des représentations. Si ce manque avait été total, le patient ne vivrait pas. Il y a donc eu ébauche d'hallucinations primitives, ébauche d'espace psychique, sans quoi il n'y aurait pas d'élaboration délirante. On ne crée rien ex nihilo et à la naissance, l'enfant a des possibilités d'investissement d'objets qui préexistent à cette relation. En cela, Michel Schweich rejoint la position de Francis Pache pour qui l'objet est toujours déjà là. C'est une potentialité qui doit trouver à se révéler par les conditions offertes dans les relations primaires ou celles réoffertes dans la cure, mais toutefois c'est la démonstration de la mise en route d'un processus progrédient qui démarre dans l'interrelationnel. Pour M. Schweich, le thérapeute analyste de grands psychotiques doit faire partie de l'institution à un titre ou à un autre. Il est là dans la ligne de Paul-Claude Racamier, Sacha Nart, René Diatkin, Raymond Kahn, dans la tradition du psychanalyste sans divan. Si bien que, dans ses cures, il insiste sur l'interaction avec l'équipe soignante, qui permet d'articuler les phénomènes de transfert avec le thérapeute individuel, et avec le reste de l'équipe qui fonctionne comme un espace contenant. Pour lui, il y a une demande implicite chez tout psychotique, même très profondément régressé, et c'est là que se joue une certaine sensibilité du thérapeute au moindre mouvement, à la moindre manifestation de cette demande, laquelle évidemment ne s'exprime pas dans un langage verbal, ou encore à travers des propos délirants, mais il s'agit de matériaux psychiques qui empruntent le langage du corps. Son travail a amené M. Schweich à une conviction qui a sous-tendu toute son approche généreuse et humaine de ces grands malades, pour la plupart institutionnels. Il était convaincu qu'ils étaient capables de transfert, et d'un transfert utile et utilisable dans le processus d'une cure psychanalytique. De la conviction chez le thérapeute comme illusion anticipatrice maternelle, à la conviction chez le patient comme illusion anticipatrice de l'objet à venir. M. Schweich était profondément convaincu qu'un processus psychique pouvait démarrer à partir des conditions permettant au cadre d'être trouvé. Le cadre spécifique, dont on peut rapprocher les paramètres de ceux utilisés dans le dispositif de la psychothérapie psychanalytique corporelle, PPC, dépend de la structure du patient. Les premiers temps interrelationnels du déroulement du processus s'emploient à renforcer l'appareil psychique en s'appuyant sur le travail avec un objet analyste faisant fonction d'objet primaire. M. Schweich montre les différences existant entre le travail psychique avec les patients schizophrènes et le travail psychique avec les patients état limite et les hystériques graves, ce qui apparaîtra dans les cas qu'il a traités. Ces cas, il les a choisis volontairement et pédagogiquement extrêmes, si bien que les paramètres qu'il veut dégager apparaissent plus clairement. Il nous donne, et c'est une chance exceptionnelle, à voir le déroulement complet du processus de plusieurs traitements. Ainsi ces cas sont-ils devenus des modèles, des repères pour le travail de la cure. Pour exemple, le développement de la cure du cas Philippe permet de voir à quel point, chez ce patient schizophrène, l'élément perceptif, le cadre, les intermédiaires, la symbolique qu'on lui propose ont une fonction déterminante. Le rapprochement est cohérent avec certaines thérapies d'enfants, où est mis en œuvre ce qu'on nomme actuellement un espace tiers. C'est dans ce sens de confrontation qu'il a animé, pendant de nombreuses années, avec le psychanalyste psychiatre Gérard Dedieu-Anglade, le séminaire psychanalytique du lundi à Sainte-Anne. De même qu'il a assuré pendant toute sa pratique une activité de consultation dans l'institution. Ces moments de transmission ont marqué les participants et les lieux, qui sont restés des lieux d'enseignement privilégiés. Professeur de psychiatrie et membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris, Michel Schweich a exercé sa responsabilité en institution, où il a pu mettre au point sa méthode de traitement des schizophrènes. Cette méthode, développée dans ses textes, inscrit plusieurs paramètres qui en font un outil pour un apport toujours moderne, accessible et efficace. On le voit développer le mouvement de la co-pensée, comme Dewey Delaucher en montre toute la perspicacité, et qui rejoint la co-création. Il a mis en évidence et démontré que les patients schizophrènes avaient la capacité de faire un transfert.
Ce qui a permis de faire profiter ces patients profondément délaissés accent aigu S d'un traitement psychique, ce qui a contribué à les sortir de la chronicité. Pendant très longtemps, le problème du transfert dans la psychothérapie psychanalytique des schizophrènes a été controversé, en s'appuyant sur ce que Freud défendait dans son ouvrage « Métapsychologie ». On sait que Freud, identifiant la profonde régression du schizophrène au retour à un stade anobjectal, où le malade va se trouver dans un état narcissique et sans objet, en a déduit que le psychotique était dans l'incapacité de faire un transfert, car l'objet, pour autant qu'il était perçu, ne pouvait être investi par lui que comme un prolongement de lui-même. L'expérience clinique de M. Schweich lui a montré que les patients schizophrènes les plus retranchés étaient capables d'investir le thérapeute comme une personne autre, et que celui-ci gardait dans le psychisme du malade son individualité et son statut de personne réelle, même si le transfert reproduisait une relation symbiotique avec le bon objet. Ces recherches l'ont conduit à essayer de rendre compte de ce phénomène sur un plan théorique. La dernière conférence qu'il a donnée à la Société psychanalytique de Paris traite de ce sujet qui l'a amené à d'autres constatations et à mettre en travail une prise en charge très particulière de ses patients. Cet ouvrage vise à transmettre la richesse de cette recherche et de ses découvertes, notamment sur les médiations et leur utilisation. Il se veut être aussi une mise à jour sur la psychose et les institutions. M. Schweich s'appuie sur de nombreux cas cliniques qu'il a analysés en détail avec une grande clairvoyance et toujours une grande humanité. Son travail avec les patients schizophrènes s'appuyait sur une médiation par le dessin, la pâte à modeler et autres supports. Nous donnerons quelques exemples de ces créations que nous avons pu retrouver dans les documents qu'il nous a laissés. D'autres créations sont conservées au musée de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il appelait ses coproductions « expressionnistes ». M. Schweich voulait présenter un état des lieux concernant le traitement des psychoses et leur compréhension. Il avait un double souci de transmission et de recherche. J'ai tenté de rendre compte de ses travaux et de sa pensée, en utilisant le mieux possible les documents qu'il m'a légués. Ce livre est donc la poursuite d'un dialogue avec Michel Schweich sur les médiations, celles qu'il avait utilisées dans ses cures et celles corporelles qui sont opérantes dans la psychothérapie psychanalytique corporelle. Apport de la psychanalyse à la connaissance et au traitement des malades psychotiques adultes. Michel Schweich. Ce livre est destiné à transmettre mon expérience personnelle couvrant de nombreuses années d'exercice sur le terrain et de réflexion sur ma pratique. Les références aux auteurs cités ne sont là que pour me positionner par rapport aux différents courants de pensée concernant les psychoses. J'adresse naturellement ce livre aux spécialistes et étudiants, mais aussi à un plus large public. Je me suis efforcé de dire simplement des choses compliquées. Cependant, il ne m'a pas été possible d'éviter l'emploi de termes techniques. C'est donc pourquoi je souhaite y adjoindre un lexique pour aider le lecteur à saisir le sens des termes qui ne lui sont pas familiers. J'ai donné une large place aux paroles des malades dont pour la plupart, je me suis occupé personnellement. C'est avec une grande clarté qu'ils peuvent s'exprimer lorsque s'établit la relation avec le psychiatre analyste. Malgré l'opinion pessimiste de Freud, qui déniait aux malades psychotiques la possibilité de faire un transfert et de ce fait, les considérait comme inaccessibles à la psychanalyse, un certain nombre de pionniers ont entrepris des cures de psychotiques avérées, moyennant des aménagements par rapport à la technique classique. Parmi ces auteurs, je citerai Madame Sechehet et sa réalisation symbolique, Federn et son infirmière Madame Schwing, Frida Fromm-Reichmann et son équipe à l'hôpital Chestnut Lodge. Malgré la réticence à l'époque des psychanalystes didacticiens en France, leurs travaux ont suscité un très vif intérêt parmi les jeunes psychiatres et analystes en formation dans les années 1950. J'en veux pour preuve le succès qu'ont eu les symposia sur la psychothérapie des schizophrènes en 1956 à Lausanne et en 1959 à Zurich. Cependant, l'essor des neuroleptiques a entériné une certaine désaffection pour l'approche psychanalytique des psychoses. Un certain nombre de psychiatres analystes n'en ont pas moins continué à travailler heureusement en analyste, avec des psychotiques confirmés en milieu hospitalier, conjointement au traitement médicamenteux et sociothérapique. Durant ces dernières années, un regain d'intérêt se manifeste pour la psychose chez les psychanalystes,
parallèlement aux progrès considérables effectués dans la connaissance des premières relations des parents avec les enfants. L'avènement de la génétique ne gêne en rien cette dynamique. Si une prédisposition génétique peut se concevoir, entraînant notamment une certaine vulnérabilité aux carences et aux traumatismes primaires, elle ne constitue qu'un facteur de risque lié à l'environnement. Le psychisme, y compris ses aspects pathologiques, se structure en fonction des relations avec l'entourage dès les stades les plus précoces du développement. L'importance de plus en plus grande accordée au développement psycho-affectif et psychosexuel chez l'enfant, qui constitue le soubassement du fonctionnement psychique et des troubles chez l'adulte, justifie amplement la pratique des psychothérapies analytiques des psychotiques, quelles qu'en soient les difficultés. Mais il faut s'entendre sur le terme de psychose. Selon les circonstances, on désigne ainsi soit un mode de fonctionnement psychique mettant en œuvre des mécanismes du moi et une dynamique pulsionnelle archaïque, sans que le sens de la réalité soit suffisamment altéré pour compromettre gravement l'adaptation de l'individu à son environnement. Soit une altération ou un retrait de la réalité tellement massif que la vie dans le groupe devient impossible. Le sujet en proie à son délire ou retranché dans son autisme apparaît à l'entourage, ainsi qu'à toute personne rencontrée, comme aliénée, c'est-à-dire comme étranger à notre monde, avec lequel il lui semble impossible de partager quoi que ce soit. Mais pour ces psychotiques avérés, le trouble ne se résume pas à une inadéquation au groupe socio-familial, il se caractérise aussi par une très grande souffrance existentielle. Le malade mental n'est pas seulement quelqu'un qui déraille, c'est un être qui souffre et qui ressent une très grande angoisse, même si celle-ci est souvent déniée par lui. L'angoisse et ses manifestations constituent un appel au secours qui, s'il n'est pas entendu, peut entraîner des conduites suicidaires ou agressives envers autrui. Certes, les analystes s'intéressent de plus en plus aux structures psychotiques, et acceptent de prendre en psychothérapie psychanalytique des malades dans l'intervalle des épisodes de décompensation. Mais ils restent encore en retrait par rapport aux malades qui nécessitent une hospitalisation dans un service spécialisé. C'est l'affaire du psychiatre et de son équipe. Ainsi est maintenue une cloison étanche entre psychiatrie et psychanalyse. Ce livre va tenter de la supprimer. Mis à part la mélancolie, la plupart des psychanalystes envisagent la psychose dans sa globalité pour la distinguer de la névrose. Pour celle-ci, la diversité symptomatologique et structurale ne leur échappe pas, quelle que soit la diversité des tableaux cliniques. Mais ma présence pendant de nombreuses années auprès des malades mentaux ne m'a pas permis d'ignorer les différences cliniques considérables qui caractérisent leur comportement et la diversité des troubles du cours de leur pensée, pour la plupart bien décrits par les auteurs classiques. Il m'est apparu qu'à travers une symptomatologie diverse et parfois trompeuse, il est essentiel de repérer et de définir les structures qui en constituent les soubassements. J'entends le terme de structure, non pas dans le sens d'une constitution immuable et figée, mais dans celui d'une organisation qui, malgré sa fixité apparente, peut se transformer en fonction de la relation thérapeutique. Si l'on envisage la structure sous l'angle ontogénétique, il apparaît que des niveaux de fixation spécifiques la caractérisent, comme l'a montré Freud à la fin de son étude sur le cas Schreiber. Deux groupes de psychoses apparaissent, les schizophrénies d'une part et les psychoses délirantes non dissociatives, y compris la paranoïa d'autre part. C'est pourquoi je les étudierai séparément. Certes, il existe des cas limites, comme il en existe entre névrose et psychose, j'en donnerai quelques exemples, mais dans les cas typiques, les conditions de la cure et le maniement du transfert ne sont pas superposables. Dans chacun des cas dont j'ai eu à m'occuper, le repérage du niveau régressif, où s'établit d'emblée la relation transférentielle, la compréhension des mécanismes de défense archaïques du moi mobilisés dans le transfert ainsi que leur évolution progrédiente, au fur et à mesure des progrès de la cure, ont été mes meilleurs guides. Pour moi, la connaissance du psychisme des psychotiques et de la genèse de leurs symptômes s'inscrit obligatoirement dans une démarche thérapeutique. J'étudierai bien entendu le transfert dans la psychothérapie psychanalytique des schizophrènes et des psychoses non dissociatives. La relation de personne à personne, relation asymétrique qui s'établit au cours des séances individuelles entre le patient et son thérapeute psychanalyste, est à la base de la construction du transfert et du moment opportun du travail interprétatif.
C'est autour de cet axe que gravitent les divers aspects de la relation thérapeutique qui se déploie avec les différents membres de l'équipe soignante impliqués par le malade, à l'intérieur du cadre plus large de l'institution qui inaugure mon travail, en schizophrénie. Se pose la question à laquelle je tenterai de répondre. De quels moyens de communication le malade mental dispose-t-il pour qu'une relation thérapeutique puisse s'instaurer ? Il m'est vite apparu que, tout particulièrement chez les malades schizophrènes, la parole ne suffisait pas à elle seule à exprimer ce qu'ils ressentent ni à traduire leurs pensées, qu'il était donc indispensable de prendre en considération toutes les formes de communication non verbale, préverbale. J'ai porté une attention toute particulière au rôle des images dans la psychothérapie, aussi bien en séance individuelle que dans les groupes, c'est-à-dire les ateliers d'expression. Tout se passe comme si le langage verbal avait besoin de se ressourcer sur ses origines, le langage en images. La série évolutive des images créées par le malade reflète et favorise les progrès de la cure et s'inscrit dans la relation transférentielle. Je serai amené à développer les moyens de communication préverbaux et le rôle du langage par image dans la psychothérapie des schizophrènes. Je développerai et rassemblerai certaines notions théoriques qui pourraient apporter un complément à la métapsychologie freudienne, en faisant toujours référence aux cas cliniques exposés précédemment, afin de ne pas perdre le lecteur dans les terres arides de la théorie. Vous avez sans doute remarqué que j'emploie de préférence le mot de « malade », terme qui n'est plus bien en cours auprès des psychanalystes depuis plusieurs dizaines d'années bien qu'utilisé couramment par Freud et ses successeurs. Si l'on se réfère à l'étymologie, le malade, du vieux français malabde, dérivé du latin malabitus, est celui qui se trouve affligé d'une douleur quelle qu'en soit l'origine. Il souffre physiquement ou psychiquement. Il n'est pas un être passif, ses symptômes témoignent de sa lutte pour la guérison. Il en est de même pour les termes de patient et de patience, du latin pati. Le patient est aussi cet être qui souffre et fait preuve de courage et de persévérance dans le but de guérir. La patience est une qualité que partagent le thérapeute et le malade. À ceux qui malgré cela voudraient encore me faire grief d'employer de tels mots, je répondrai : si les signes vous fâchent, ô Kant, combien vous fâcheront les choses signifiées. 2. Le psychanalyste en psychiatrie. Contextualisation. Monique de Chaux-Ferbus. Daniel Wiedelotscher soutient de façon optimiste la multiplicité des modèles en psychanalyse dans la mesure où il y voit la créativité d'une psychanalyse vivante, qui cherche à se doter des outils nécessaires. Il faut reconnaître que la psychiatrie a bien besoin de cet optimisme et de cette créativité, car certaines dégradations des conditions de soins sont inquiétantes. Quand M. Schweich a rencontré le milieu psychiatrique et psychanalytique, c'était à la sortie du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Il y eut alors prise de conscience de l'appartenance du milieu asilaire à un univers concentrationnaire qui avait été le témoin de 40 000 morts chez les malades mentaux, victimes bien sûr du nazisme, mais aussi de leurs mauvaises conditions de vie et de l'indignité de leur traitement. Cette prise de conscience et la révolte qu'il s'en est suivie ont poussé le milieu à la recherche pour créer une façon d'aborder ces patients psychotiques asilaires en leur reconnaissant leur humanité. Aller dans un asile à l'époque était effrayant et le resta même bien plus tard. Je me souviens d'une visite dans un hôpital de Provence, dans les années 1970, qui avait tout à voir avec l'horreur des tableaux de Bruegel. Les fous enchaînés au radiateur n'étaient pas une image, mais la terrible réalité. Donc c'est dans cette ambiance nauséabonde que l'urgence était à la reconnaissance de l'humain dans l'homme. René Engelberg, dans son remarquable livre de 1989, La psychiatrie devant la qualité de l'homme, dénonce l'exclusion sociale du malade mental, le rendant étranger à la nature humaine. Cette question de l'exclusion, Freud nous la pose en mettant le psychotique hors transfert. C'est ce que conteste à l'appui de la clinique M. Schweich qui, de ce fait, donne à la psychanalyse un champ d'exercice plus vaste. C'est aussi l'exclusion des patients en grande souffrance qui étaient réfractaires aux traitements connus, qui a impulsé la recherche d'Arurya Guerra et sa découverte du dialogue tonico-émotionnel, à la base des traitements de psychothérapie psychanalytique à médiation corporelle. A. Le soin psychique en question. Quelle place pour la psychopathologie dans un monde DSmisé ? Yves-Claude Blanchon.
Dans son ouvrage L'homme selon le DSM, Maurice Corcos donne la parole à Lewis Carroll par la bouche de Humpty Dumpty, l'œuf pontifiant et imbu de lui-même qui, dans la comptine traditionnelle qu'ingénument Alice fredonne lors de leur rencontre, finit par se fracasser au pied du mur où il trônait. Alice, intriguée de l'arbitraire de sa polysémie, lui demande s'il a le droit de faire que les mots aient autant de sens différents. À quoi Humpty Dumpty doctoral répond : la question est de savoir qui est le maître. Tout est dit, décrété, classé. Rien ne sert plus alors de revenir. Sur le caractère hégémonique du DSM au cours du temps, dont la section consacrée aux troubles mentaux de la CIMIX n'est qu'un pâle reflet avec ses catégories fourre-tout comme celle des troubles des conduites, grâce auxquels on peut psychiatriser tous les perdants et marginaux d'une société individualiste. Rien ne sert plus alors de revenir. Sur l'erreur historique que rappelle l'épistémologue Christopher Lane, qui conduisit les cliniciens les meilleurs à se désintéresser d'emblée ou progressivement de cette entreprise peu enthousiasmante qu'était le DSM-3 au profit d'un seul homme, R.L. Spitzer, qui n'eut de cesse d'imposer par tous les moyens ses propres vues. Rien ne sert plus alors de revenir. Sur son pseudo-caractère athéorique affirmé haut et fort, mais pas tellement en idéologique puisque d'emblée Melvin Saption, directeur médical de l'American Psychiatric Association, lui fixe comme but que la psychiatrie soit mieux préparée à lutter contre les pressions économiques. Sans ignorer les contraintes de la réalité socio-économique, est-ce bien le rôle d'une classification diagnostique ? Enfin, rien ne sert plus alors de revenir sur son inféodation à l'industrie pharmaceutique à travers ce que le neurobiologiste François Gonon dénomme « la bulle spéculative » de la psychiatrie biologique qui, en 30 ans, n'a rien proposé d'autre que quelques améliorations de la tolérance médicamenteuse. Le rêve génétique est également en panne sur la notion de facteurs de risque familiaux, pour quelques pathologies, certes les plus lourdes mais qui sont loin de constituer le gros de la cohorte des patients souffrant de troubles psychiques. Les conséquences délétères en sont des critères d'inclusion de plus en plus larges, ce que va encore aggraver le DSM-V dont même les directeurs des moutures 3 et 4 se désolidarisent, et des enfants qui consomment des psychotropes sans véritable raison. En 1993, 0,27% des enfants aux USA consommaient des antipsychotiques et 1,44% en 2004, x 3,5, avec une variation de prescription de 0,9% à 4,2% en proportion des difficultés sociales de la famille. Par comparaison, on restait autour de 0,30% en France. Dans le même temps, 75% de ces enfants américains recevant des antipsychotiques ne relevaient pas des rares indications acceptées par la Food and Drug Administration, à savoir les schizophrénies précoces, les manies et l'irritabilité associées à l'autisme. Sans parler de tous les polissons déclarés hyperactifs et mis sous amphétamine au nom d'un diagnostic de plus en plus large de troubles déficitaires de l'attention, THADA, ou de tous les timides qui devraient finir sous sérotoninergique pour phobie sociale. Quand l'économie va, tout va. Personne ne songe à nier aujourd'hui que, comme le disait Julian de Aruriaguera, tout se passe dans le cerveau et rien dans l'auréole. Mais on doit se poser la question de ce qui justifie la tentation passéiste de vouloir réduire l'être parlant que nous sommes à sa seule neurobiologie, dès l'instant où il manifeste une variation par rapport à la norme ou se montre déraisonnable dans ses idées ou ses passions. Le roc du biologique est là. Personne ne le nie, hormis quelques héritiers des spirituels, qui n'avaient de cesse de maltraiter le corps pour libérer l'âme de ses passions démoniaques. Qu'est-ce donc alors qui justifie cette rage de contester à l'homme, fût-il déclaré fou, la capacité qu'il a de faire quelque chose de spécifiquement psychique de ses expériences existentielles les plus morbides ? C'est l'honneur de notre spécialité de s'attacher à penser la psychologie du pathologique comme Eugène Minkowski définissait la psychopathologie. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur un des aspects plus insidieux des effets pervers de la DSMisation des psychiatres, qui se retrouvent à étudier leur spécialité à partir d'une si singulière nosographie. Dans une logique aussi imparable que déraisonnable, un diagnostic pourra être revendiqué, obtenu, labellisé de façon quasi automatique mais ne sera plus le résultat d'une réflexion intellectuelle ordonnée comprenant une partie positive, une autre différentielle et éventuellement, une troisième étiologique,
menée par un praticien expérimenté après un long compagnonnage avec la complexité de l'expression des pathologies mentales. On ne décrira plus de formes évolutives, dont la raison d'être deviendra inintelligible si l'on refuse de prendre en compte la dynamique d'aménagement défensif de la symptomatologie, dans la continuité diachronique d'une problématique psychique. C'est cette dimension processuelle qu'ignore superbement, comme le montre B.J. Bello, le concept fourre-tout de comorbidité, qui fait de chaque moment d'expression clinique un trouble spécifique, le mot valise insignifiant et lâché coexistant avec d'autres troubles sans lien entre eux, autre que la valorisation des coûts médico-économiques. Le danger est immense de vouloir ignorer la fonction de reconstruction protectrice d'une symptomatologie psychique, qui ne vient que témoigner des tentatives souvent désespérées faites par le sujet pour survivre à son angoisse, comme le dit M. Schweich. J'en donnerai un seul exemple. Que faire en DSM-Land des formes pseudo-névrotiques des schizophrénies ? Il y a plusieurs années, j'ai reçu un jeune adolescent dont la psychose, jusqu'alors compensée dans un mode de vie très compulsif, a flambé sur un mode délirant hallucinatoire parce qu'on l'avait soumis, le mot est juste, sans diagnostic structural, à un traitement comportemental et sérotoninergique de ses soi-disant TOC. Retrouvons un instant l'affirmation d'Humpty Dumpty sur la nécessité de savoir in fine qui est le maître, et sur la contamination de la science par les injonctions des pouvoirs. Elle me fait revenir sur la distinction que faisait Jacques Lacan entre les 4 formes de discours. Le discours du maître, le discours de l'université, le discours de l'hystérique et le discours de la psychanalyse. Je voudrais simplement rappeler que le discours du maître décide de la dénomination dont je suis l'objet, et ainsi de la place où je suis assigné, celle du malade mental en l'occurrence. Le discours de l'université, sous des apparences de neutralité scientifique pas toujours bienveillantes, s'apparente souvent au discours du maître par sa volonté taxinomique ou classificatoire et rejoint le fantasme bureaucratique du vouloir, pouvoir tout savoir, tout comprendre, tout contrôler que renforce l'informatisation de nos sociétés. À l'opposé, le discours de l'hystérique vient subvertir le discours du médecin quand au lieu d'être soignant, il l'examine en tant que maître ou scientifique. Elle le tient alors en échec dans sa position de ne vouloir rien entendre de sa singularité. Je ne suis pas celle que vous croyez, semble-t-elle lui dire, je ne serai jamais à la place que vous m'assignez. L'hystérie a contribué à la naissance de la psychanalyse, et le DSM ne s'y est pas trompé qu'il a fait disparaître dès sa 3e édition. Cette réaction défensive permet de comprendre l'inflation des recours aux autres choix thérapeutiques dits parallèles. Enfin, le discours de la psychanalyse et les modèles de soins qui en découlent visent à permettre l'expression de la vérité du sujet. Il ne peut de ce fait qu'être incomplet et singulier car il est récit subjectif dans la cure et co-construction dans les soins institutionnels, pour parler comme M. Schweich. La question qui se pose aux soignants en psychiatrie au XXIe siècle est de savoir si cette façon de penser n'est qu'une déviance transitoire de la médecine, disséminée façon puzzle, pour paraphraser Michel Audiard, ou si ce modèle s'impose parce qu'il est parfaitement congruent à une évolution sociétale que nous constatons autour de nous et que Myriam Revaud-Dallon appelle « présentisme », terme qu'elle utilise pour qualifier cet étrange rapport de l'homme contemporain avec le temps marqué par la prégnance de L'. Instant de l'immédiateté, l'appréhension du temps comme une succession de moments au détriment de la prise en compte de la durée, de l'existence du passé et de l'avenir. C'est la place de la narrativité, que Paul Ricoeur nous a appris à considérer comme support de l'identité, qui est remise en question. Selon lui, notre identité revêt une double dimension. La continuité de l'être et l'intégration continue des changements. Nous sommes à la fois toujours les mêmes et toujours différents. La continuité de l'être est inscrite dans la temporalité par la médiation réflexive de la narration de notre vécu subjectif, y compris la narration des conséquences existentielles de notre pathologie. Ceci constitue ce qu'il nomme la part de même TE accent aigu, de notre identité à côté de l'ipséité, qui rend possible la prise en compte des changements. Selon lui, la dialectique entre ces deux dimensions de notre existence, ce qui dure et ce qui change, assure la cohésion d'une personne dans l'enchaînement d'une vie humaine. Nous ne pouvons pas penser la pathologie, et encore moins la psychopathologie, d'un sujet sans l'inscrire dans la continuité de son vécu subjectif où chaque événement de vie ne prend un sens singulier qu'en s'incluant ou pas, dans la mémoire de son histoire et dans son projet de vie.
La question de la transmission d'une compréhension psychopathologique à la fois processuelle et dynamique des troubles psychiques, permettant de penser comment continuer à soigner le psychisme en ce début du XXIe siècle tout prêt à se rendre au chant des sirènes de l'opératoire, rejoint celle de la formation des jeunes collègues à des modèles de soins qui prennent en compte ces dimensions dans leur conceptualisation et leur pratique. Elles rendent plus que nécessaire la mise à leur disposition des travaux de cette école psychiatrique dont M. Schweich fut un des pionniers. Inquiétude quant aux soins infirmiers en psychiatrie institutionnelle. Jacques Leclerc et Laurent Descours. Plus que jamais, remercions les patients comme le faisait Winnicott pour ce qu'ils nous apprennent et nous permettent de comprendre et de transmettre. En santé mentale, ce qui fait soin ne se voit pas toujours et en deçà de la clinique, ce qui fait souffrance ne se donne pas à voir. À ce titre, il nous semble que, en plus de l'expérience clinique, il est fondamental de continuer à transmettre ce qui, de la richesse de la théorie, de nos emprunts à la psychologie, vient donner sens aux soins et légitimer nos actions cliniques. L'expérience clinique reste donc indispensable comme outil de transmission d'un savoir en action. Tout étudiant qui a fait un stage en psychiatrie ou en pédopsychiatrie exprime souvent combien il découvre là une spécificité, des connaissances, des techniques auxquelles sa formation ne le prépare guère, au point de remettre en cause pour lui-même de pouvoir faire un jour le choix d'exercer en ce domaine. Mais parfois cette découverte, une fois l'appréhension et les idées reçues dépassées, crée des vocations. Dans les années à venir, qui donc leur donnera encore envie ? Qui dira encore la vie psychique, la souffrance psychique, le soin psychique ? Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter. Du plan santé mentale au rapport Milon en passant par le rapport Couty ou celui de l'ONI, Ordre national des infirmiers, les alertes se succèdent quant au devenir de la spécificité des soins en psychiatrie, la qualité même des soins délivrés, le manque de formation des jeunes diplômés, la formation initiale insuffisante et compte tenu de la pyramide des âges, la disparition d'une transmission assurée par les soignants spécialisés. Ceux-là même auxquels, à une époque, on avait dénié toute légitimité et sur lesquels on compte maintenant. Les patients atteints de troubles mentaux, enfants, adolescents, adultes, et leurs familles sont en droit d'attendre de nous autre chose que notre simple compassion, mais bien des actes thérapeutiques fondés et ancrés dans un savoir. Le quotidien de l'infirmier en psychiatrie n'est pas tant la question du diagnostic ou de la conduite à tenir, un tout prêt à agir qu'il suffirait d'appliquer, que la question du sens et de la pensée. Celle de pouvoir expliquer en quoi et pourquoi ça soigne. En quoi la banalité d'une présence quotidienne est un acte de soin, et renvoie à la permanence de l'objet. En quoi soin relationnel n'est pas soin physique et soin psychique, deux mots vides de sens. Qui dira encore tout l'intérêt de la fonction alpha, de la fonction contenante dont Bion nous enrichit ? L'intérêt de lire encore Winnicott pour la capacité de rêverie maternelle, la notion d'espace potentiel, le holding, le handling, la dépression de la mère dans le regard du nourrisson, ou un texte comme la crainte de l'effondrement. Autant de savoir, d'expériences qui donnent du sens à nos éprouvés, à nos actions. Qui parlera encore de Pierrat Aulagnier, dont la lecture de l'apprenti historien et le maître sorcier donne à penser quelque chose de la psychose. Qui lira encore Mélanie Klein, la position dépressive, la réparation. Quid du délicat travail de la médiation thérapeutique et des processus psychiques à l'œuvre rendus palpables par M. Chouvier ou Anne Brun. Qui évoquera encore le travail de métaphorisation du délire, si bien décrit par M. Jiménez. Qui soutiendra encore que l'analyse de la pratique n'est pas un gadget mais bien un espace de travail intersubjectif, au service du soin, au service du patient, au service du soignant. Nous n'avons pas en soi de grief envers les neurosciences par exemple. Leurs découvertes sont enrichissantes, mais elles nous sont encore peu utiles pour le quotidien. Le quotidien de nos pratiques, c'est la question de l'insensé, de l'impensable. C'est ce patient délirant taraudé, angoissé par le fait que l'on puisse dire fruits de mer et non animaux de mer. C'est cet autre qui déboule aux urgences et veut une prise de sang qui doit prouver qu'il n'en a pas de sang, donc il est immortel. Ou cet autre qui ne se déplace qu'avec une bouée, condition de sa sécurité. Cet enfant qui hurle quand le contenu de la baignoire disparaît dans le siphon. Cette jeune fille qui martèle à coups de feutre le dessin de ses parents après une visite. Qui dira encore que tout ceci n'est pas fou mais traversé par un sens
un sens qui nous échappe au premier regard, mais que la théorie nous aide à saisir. Ne faisons pas non plus de la théorie une fin en soi, mais bien un outil qui nous aide à penser, à construire en quelque sorte un appareil à penser les impensables. Nous n'avons pas vocation à former des psychologues, mais à être des infirmiers utiles, efficaces. Nous avons besoin d'emprunter à la psychologie certains de ces outils. En effet, le quotidien auprès des patients en psychiatrie est fait de psychologie, de psychothérapie, non de pansement, de perfusion, de sonde, de cathéter. C'est la question du cadre, de la loi symbolique, du symbolique, de l'élaboration psychique qui côtoie les problèmes que peuvent poser une simple douche, un banal repas. Des outils aussi pour la bonne santé psychique des soignants car on ne s'expose pas impunément aux projections, aux transferts. Qui dira enfin l'intérêt d'interroger, encore et toujours, notre propre toxicité, celle de l'institution, car l'acte déraisonnable n'est pas toujours du même côté. Le quotidien c'est la demande, le besoin, le désir, celui dont nous assaillent les patients au point de nous haïr, de nous aimer, de nous malmener. C'est leur famille, leurs parents en quête d'une causalité, en quête de réponse, de sens. Qui peut encore prétendre à notre époque, sauf à méconnaître la réalité de ce travail, lancer dans un service de psychiatrie ou de pédopsychiatrie un jeune soignant si peu formé, si peu armé. Comme bien d'autres avant nous l'ont affirmé à travers différents rapports, nous réaffirmons la nécessité de mettre en place une formation spécialisée. Il en va de la reconnaissance et de la transmission d'un authentique et spécifique savoir-faire, qui risque de disparaître dans les conditions actuelles. Il en va de l'avenir des soins en pédopsychiatrie et en psychiatrie, de leur qualité, de la notion de soins psychiques. Transmettre à partir d'une expérience. Chantal Frère-Artignan. Pour reprendre la question de la transmission du soin psychique aux jeunes collègues, je m'appuierai sur mon expérience de 15 ans, de 1995 à 2010, de co-animation avec Yves-Claude Blanchon du séminaire de formation en psychiatrie et en pédopsychiatrie, afin de montrer l'intérêt de la psychanalyse pour la compréhension de la psychopathologie des psychoses et pour sa transmission, comme le soutient M. Schweich tout au long de ce livre. On pourrait être tenté d'assimiler la transmission dans l'enseignement de la psychiatrie à la passation d'un objet de connaissance sur le modèle médical, celle des symptômes de la maladie mentale ou de ses signes, dont la recension dans le DSM est de plus en plus détournée à des fins de diagnostic et de guide pour l'enseignement, de ses causes, son étiologie, et de ses remèdes dans le but d'en délivrer le malade et de lui permettre ainsi de retrouver un état proche de ce Q'. On peut considérer en médecine comme une guérison, à savoir un état qui pourrait faire croire à une restitutio ad integrum selon la formule consacrée. On voit déjà apparaître dans cette formule l'idée qu'un organisme ayant vécu une désorganisation pourrait retrouver un état identique à celui qu'il avait avant la désorganisation, une restitution intégrale qui nierait le travail de transformation. Cette façon de voir la transmission est d'ailleurs suggérée par l'étymologie même du mot qui, selon le dictionnaire étymologique du français, le Robert, signifie « mettre de main à main ». J'ai parfois eu le sentiment que c'était à ce modèle médical que certains étudiants en psychiatrie s'attendaient à ce que nous recourions pour leur transmettre un supposé savoir sur les mystères des maladies mentales, sinon des troubles psychiques selon le DSM. D'où peut-être l'expression d'une perplexité et d'un certain désarroi, reflétant d'une déstabilisation, que nous pouvions percevoir dans leur regard lorsque nous leur présentions, en introduction de la première séance du séminaire, la règle d'un jeu non directif s'appuyant sur la libre associativité et visant à développer l'esprit d'une recherche commune. Perplexité qui laissait toutefois rapidement place à la curiosité lorsqu'ils comprenaient que nous proposions à chacun de penser librement et de s'exprimer, en fonction de son expérience clinique personnelle, compte tenu de ses connaissances et lacunes sur le plan théorique, de sa sensibilité propre et de ses options dans l'idée qu'il se faisait du soin en psychiatrie. Bien entendu, cette règle du jeu supposait un renoncement à toute posture qui aurait risqué d'être vécue comme relevant d'un jugement de valeur dans un rapport de maître à élève dévoyé, où le maître, supposé seul détenteur du savoir, était le grand qui savait et l'élève, le petit qui avait tout à apprendre. Or, ce que nous avions à apprendre sur et de la souffrance humaine, n'était-ce pas avant tout des patients que nous étions amenés à rencontrer, certes dans des contextes différents mais qui tous garantissaient la dissymétrie fondamentale entre le soignant et le patient ? Je veux dire,
Dans une relation où le soignant est tenu de se conformer rigoureusement à sa fonction de soignant, raison de sa légitimité pour accueillir l'expression de la souffrance des patients. Par conséquent, la condition de cette rencontre était subordonnée à notre capacité d'écoute et à notre réceptivité aux qualités de l'expression de cette souffrance et éventuellement d'une demande de soins. Nous mettions donc l'accent sur la singularité de chaque rencontre et de chaque relation, en fonction des qualités des protagonistes et des circonstances de la rencontre. Mais écouter et recevoir la souffrance humaine ne vont pas de soi. Aussi, nous fallait-il mettre en place les conditions pour que puissent se développer au sein du séminaire des processus d'identification mutuelle pouvant aboutir à l'acquisition d'un certain savoir-faire, au sens artisanal de transformation de la matière. Le Larousse définit l'artisan comme un travailleur manuel exerçant à son compte, seul ou avec l'aide des membres de sa famille et de quelques compagnons. En énonçant la règle du jeu du séminaire, il s'agissait pour nous d'établir des conditions optimales pour faciliter le déploiement d'une ère transitionnelle d'expérience partagée, au sens de Winnicott, à partir de laquelle pourraient éventuellement émerger des objets de connaissance en relation avec notre écoute de la souffrance humaine. Car nous partions de l'idée que ces objets n'étaient pas déjà là tout construits aux mains d'enseignants, mais qu'ils étaient entre nous à l'état potentiel, en attente d'émergence à la faveur des transformations par le travail de la pensée. La liberté de penser et de s'exprimer nous semblait être susceptible d'ouvrir une voie au trouvé créé, Winnicott, dans le récit mutuel de nos différentes expériences, alors que l'étayage de notre attention réciproque pouvait constituer une forme limitée de compagnonnage institutionnel, selon la belle expression de Jacques Hochman. C'est pourquoi nous avions le souci d'instaurer et d'entretenir une ambiance de travail la plus favorable possible à l'émergence d'une pensée créative, à partir de la perception par chacun de la verbalisation de ses propres associations, et de celle des autres participants dans une conflictualité féconde. Co-perception donc, dans un plaisir partagé à voir naître la pensée dans notre groupe et à en soutenir le mouvement dans la diversité. La règle du jeu ayant été énoncée, nous présentions la problématique que nous avions choisie pour notre réflexion de l'année sans en préciser le contenu mais en privilégiant la forme interrogative. Par exemple, qu'est-ce qu'un traumatisme ? Quelle place pour la psychothérapie avec les patients psychotiques ? N'y a-t-il d'hallucination que psychotique ? Cette forme ayant l'avantage de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.